IT, les iris de Titan, de Yann Kéron. Ça a été publié dans l'anthologie Moisson d'épouvante, volume 3, 2016. C'était une connerie, définitivement j'aurais dû en parler. Mais comment aurais-je pu imaginer à l'époque que ça allait plonger l'humanité dans le chaos en provoquant la pire épidémie que notre espèce ait subie ? Cette maladie ne lui sera vraisemblablement fatale si je suis une nouvelle fois dans l'erreur. Reste que rien ne me prouve qu'en parler aurait changé quoi que ce soit. On en savait et on en sait encore tellement peu sur ça. Comment l'appeler d'ailleurs ? Quel nom donner à ces étranges petites boules si différentes de toutes les entités connues ? Des choses si radicalement étrangères à notre monde. Peut-être la meilleure désignation reste les initiales IT. En tout cas, elles traduisent en anglais le caractère neutre d'éléments, dont on ne sait même pas s'ils sont vivants ou inertes. IT. Les iris de Titan. D'incroyables petits cailloux iridescents découverts par la sonde Linnaeus sur un satellite de la planète Saturne. Minéraux propriétés inconnues, antiques formes de vie enquistées, existants non biologiques. IT échappe tellement à notre compréhension, bien plus encore que son monde d'origine. Titan avait toujours intrigué les astronomes. Pourquoi en effet était-ce le seul satellite d'une planète du système solaire dotée d'une atmosphère ? En 2005, la sonde européenne Huygens avait pris quelques clichés lorsqu'elle était parvenue à s'y poser. Pendant quelques heures de transmission avant de sombrer dans le silence, sa caméra avait filmé un sol couvert de rochers. Masses erratiques dans un brouillard orangé provoqué par d'épaisses émanations toxiques stagnant à la surface. Image clone en plus jaunie et floutée de celle de la surface de Mars. La sonde Huygens avait aussi apporté quelques précisions sur la composition de l'atmosphère de Titan. 98% d'azote, 2% de méthane et des traces de molécules possiblement organiques. Le tout baignant dans une température de moins 180 degrés. 2 ans plus tard, en 2007, la sonde Cassini s'était contentée de survoler Titan. En dépit de la couverture brumeuse permanente, elle avait néanmoins pu trouver l'existence de vastes étendues liquides. Cela ajoutait une énigme supplémentaire. En dehors de la Terre, Titan était le seul astre du système solaire à posséder des mers, même s'il s'agissait d'océans d'éthane et non d'eau. Dans ce contexte, seuls les chercheurs les plus illuminés imaginaient que la sonde Linnaeus pourrait y trouver des formes de vie. Les autres, dont je faisais partie, escomptaient au mieux découvrir des manifestations de chimie préorganique et des formations géologiques inédites. Le grand public avait d'ailleurs été déçu par les résultats. Après les expéditions martiennes des années 2020, puis celles de Mercure, Vénus et Uranus, les médias s'accordaient sur une conclusion. Par-delà l'exploit technique, les planètes n'étaient que des tas de cailloux. En corollaire, un nombre croissant de voix s'élevait pour affirmer que les milliards engloutis dans ces recherches auraient été mieux employés contre les dérèglements climatiques et crises récurrentes sur Terre. Les plus désabusés poussaient cependant le cynisme jusqu'à dire que, même si cela ne servait à rien, vu l'état de la planète, il n'y avait plus grand-chose à espérer. Alors autant se payer la plus belle chose qui soit, le rêve. En tant qu'exobiologiste, je n'adhérais évidemment pas à ce discours. En outre, je n'étais pas assez naïf pour croire que s'ils n'avaient pas été affectés à la recherche spatiale, ces fonds auraient servi à nourrir des ventres affamés. Ils auraient plutôt alimenté les budgets de disciplines concurrentes comme les nanotechnologies, les OGM ou la recherche militaire. Donc autant qu'ils financent la quête de possibles formes de vie non terrestres, même si beaucoup commençaient à désespérer d'en trouver. Mon cœur s'était mis à battre vertigineusement lorsqu'au milieu des vapeurs de méthane, les caméras de la sonde Linnaeus avaient relayé les images de ces étranges billes irisées. Il s'agissait de petites boules ovoïdes, de couleur vert sombre, toutes de taille identique, 2,73 cm de longueur dans leur axe majeur, 2,57 cm de diamètre.
Les analystes en dénombrèrent environ 250 sur une plage de silice disposée en un cercle approximatif d'un rayon d'une dizaine de mètres, à proximité d'un lac d'éthane aux vagues sirupeuses. Aucune n'était immergée. Aucune autre n'avait été découverte en dehors de cet espace sablonneux à la circonférence restreinte. Le lander de la sonde Linnaeus avait roulé jusqu'à elle, en écrasant quelques-unes au passage, avant d'en prélever une minuscule poignée. Les chercheurs avaient remarqué leur légère translucidité, avec en leur centre une zone ou un noyau opaque. Plusieurs médias les avaient qualifiés d'œufs de titan, d'autres de cellules, d'amandes, de noix. C'est finalement l'expression iris de titan qui s'était imposée. Probablement en raison d'une analogie due au téléprédicateur illuminé Joe Alberton dans un de ses sermons. En les voyant, avait-il dit, on avait une impression s'apparentant à celle que l'on ressent lorsqu'on croise le regard d'un chat, et que l'on saisit, dans un inexplicable instant, que beaucoup de choses nous dépasseront toujours. Selon lui, cela prouvait l'existence de Dieu. Pour les journalistes de tabloïds, cette fugitivité sensorielle des IT avait été montée en épingle, mais nombre d'adeptes du New Age, ainsi que plusieurs chamans sibériens et amérindiens, avaient prophétisé la fin de la vie sur Terre, si on ramenait ces choses. Le commun des mortels considérait que les hits ressemblaient surtout à de vulgaires graviers, pareils aux millions que l'on foule sous nos semelles dans les allées des parcs, agglomérats de fragments de silex et de petits galets polis. Pour un exobiologiste, en revanche, c'était une fenêtre ouverte vers l'inconnu, un nouveau monde. Certes, je n'espérais pas à l'époque que les hits puissent jamais prétendre entrer dans une catégorie qui amène à les assimiler à du vivant. Puis-je d'ailleurs seulement le savoir, ou même oser l'avancer aujourd'hui? Ces étranges billes se révélaient cependant nettement plus intrigantes que tout ce qui avait été découvert sur la Lune ou sur Mars. En tout cas, cela explique l'épouvantable déception qui m'assomma lorsque j'appris que mon labo n'était pas retenu pour l'examen des hits. Pauvre Sophia, c'était le soir de notre anniversaire de mariage et j'avais été impossible. Nous avions pris l'habitude de l'organiser cette soirée à tour de rôle. Cette année, c'était à elle, tout était remarquable. Dîner dans un restaurant néo-traditionnel, avec magret d'autruche, Château Margaux 2012, un régal. Enfin, sans doute. J'y avais à peine touché. J'étais restée pendue à mon portable, enchaînant les appels. Cela faisait plusieurs nuits que je ne dormais pas, détaillant jusqu'à l'épuisement auprès de mes interlocuteurs les raisons pour lesquelles mon labo aurait dû être choisi. Pas celui de Lambert. Sophia en avait les larmes aux yeux, même si elle disait qu'elle comprenait, qu'elle me pardonne si elle est toujours vivante, s'il y a quelqu'un de véritablement vivant aujourd'hui sur Terre. À l'époque, cela me paraît remonter à des années, même si c'était seulement voilà 3 mois, la sonde Linnaeus avait seulement rapporté 5 hits. Le poids au retour était extrêmement limité et il fallait aussi ramener des échantillons d'autres types de sols ou de minéraux. Dans ces conditions, la compétition entre labos avait été à couteau tiré pour obtenir ces idées. Les Américains s'en étaient d'office octroyés 3 pour leurs labos d'Atlanta, Fort Detrick et Boston. De fait, ils avaient financé la moitié de la mission. Les Japonais en avaient récupéré un pour leur centre de recherche de Tsukuba. Restait le 5e pour les Européens. Quelle foire d'empoigne pour s'arracher ce dernier hit entre Allemands, Anglais, Danois, Italiens, Suisses. Les Français étaient les mieux placés, nous avions fini par l'emporter. Enfin, quand je dis non, nous, c'était Lambert. Ce chancre de l'ENS, ce fossoyeur de recherche, ce mandarin à l'ego aussi démesuré qu'était pitoyable sa créativité et son sens de l'analyse. Et bien sûr, Lambert avait refusé que je participe aux expérimentations, alors que notre labo de Bordeaux aurait été bien mieux équipé que le sien, doté d'une enceinte P4 quasi obsolète. J'ignore ce qu'il a pu faire pour obtenir ces hits. Certainement une de ces magouilles dont il était coutumier. En tout cas, ça ne lui avait pas porté chance. 4 jours après la livraison, des hommes en noir étaient venus me trouver, des Américains, accompagnés d'agents de la DST. Impossible d'apprendre ce qu'ils me voulaient, encore moins envisageable de ne pas les suivre. D'ailleurs, par-delà l'injonction au titre de la sécurité nationale et la menace implicite d'employer la force en cas de refus, ma curiosité était à son comble. J'eus droit à un voyage en Transal, direct Bordeaux-Lyon jusqu'au labo de Lambert.
ou plutôt de ce qui restait de Lambert et de son équipe. 2 assistants attendaient, hagards, dans un coin de la pièce, encore sous le choc. Leurs 3 collègues se trouvaient à l'intérieur de l'enceinte, confinés avec leur patron. Ils gisaient, livides, dans un coma profond s'apparentant à une cataclépsie, aussi quasi cadavérique. Lambert, quant à lui, s'était apparemment tranché spontanément la gorge avec un scalpel. En passant une combinaison à pression positive, j'écoutais les explications des agents de la DST qui avaient visionné les vidéos de contrôle. Enfreignant les consignes de sécurité, Lambert avait sorti l'IT de son caisson d'isolement en polyuréthane renforcé au plomb, où cette chose aurait dû rester confinée. Le pire était que des événements similaires s'étaient déroulés dans 2 laboratoires américains et dans le japonais. Seul Boston était pour l'instant épargné, parce qu'une vague de froid sur la côte Est avait retardé le début des expérimentations. Avant mon arrivée, un robot avait été envoyé dans l'enceinte du P4 pour remettre l'iris de Titan dans son caisson. Il en avait profité pour réaliser une série de tests afin de tenter de repérer d'éventuels rayonnements ou matières toxiques, sans résultat. Une opération de désinfection gazeuse et irradiante avait ensuite été effectuée, même si on ignorait de quoi on cherchait à se protéger et la nature des dangers. Mon rôle allait être d'entrer dans le labo avec des médecins légistes. Ils tenaient absolument à ce qu'un exobiologiste participe à l'opération pour déceler de possibles anomalies que des docteurs en médecine classique ne percevraient pas forcément. Engoncés dans des combinaisons étanches inconfortables, nous dûmes passer les 3 sas de sécurité, lentement, en attendant à chaque fois la double fermeture. À l'intérieur, le spectacle s'avéra encore plus écœurant qu'à travers les vitres. Lambert s'était entaillé le cou, d'une oreille à l'autre. Lui, dont le sourire sonnait toujours faux, s'était façonné une grimace hilare, parallèle aux traits blêmes de ses lèvres. Cependant, de manière incompréhensible, aucune goutte de sang n'avait coulé. Rien. Tandis que les médecins s'approchaient des assistants dans le coma, je me penchais sur Lambert. Un peu trop vite d'ailleurs, ma tête me tourna. Je dus poser une main à terre, rester accroupi quelques instants pour retrouver mon équilibre. De cette position, je repérais, sous son poignet droit, une petite ombre, ovoïde. Je tendis la main. Stupéfait, j'attrapais entre le pouce et l'index ce qui ressemblait à s'y méprendre à un IT. Était-ce l'original ? Lambert avait-il essayé d'en faire une copie ? L'IT avait-il pu se reproduire ? Qui avait-il dans le caisson d'isolement ? Je n'eus pas le temps de m'interroger plus avant, mon attention fut attirée par un mouvement au niveau de la tête de Lambert, provoquant chez moi un sursaut de dégoût. 4 horribles araignées noires et velues s'échappèrent de la blessure. Puis 16, 64, des centaines sortant de la plaie béante de son cou, marées octopodes fonçant vers moi, et au milieu 5 araignées blanches. Déjà, elles atteignaient les chaussures de ma combinaison et s'agglutinaient pour escalader mes jambes. J'avais toujours été terrorisée par les arachnides, depuis ma plus tendre enfance, un héritage phobique que je devais à feu ma mère. Je me relevais paniquée et fonçais vers le sas étanche. La suite me fut racontée quelques heures plus tard alors que je gisais sur un lit d'hôpital à la sortie d'un coma engendré par un traumatisme crânien. De l'extérieur, les observateurs m'avaient vu m'accroupir près du corps, puis me relever brusquement et me précipiter vers le premier sas. Pour une raison totalement inexplicable, il s'était ouvert, de même que le deuxième. Le poste de sécurité avait eu juste le temps de bloquer manuellement le dernier sas. J'en avais percuté la paroi avec une telle force que la visière de mon casque s'était fissurée. Heureusement, la pression positive avait empêché l'air de pénétrer dans ma combinaison. L'équipe médicale avait colmaté d'urgence la fente à l'aide d'un joint de butyle, tandis que tous nos équipements étaient désinfectés au bêta-propiolactone, puis soumis à un intense rayonnement ultraviolet. Ces procédures élaborées contre les virus et autres agents pathogènes avaient-elles un impact sur l'IT ? Impossible de le savoir. Il y a toujours un caractère dérisoire à vouloir appliquer des méthodes sur des éléments totalement inconnus. Les protocoles avaient néanmoins été respectés à la lettre. Comme j'interrogeais mes sauveteurs sur le flot d'araignées qui m'avaient agressé, les agents de la DST et des services spéciaux américains me regardèrent stupéfaits. Personne n'avait vu d'araignée.
Ce qu'attestait aussi la vidéo qu'ils me firent visionner. De fait, elle ne montrait rien de tel. Je remarquai seulement que j'avais été filmée sous un angle ne permettant pas à la caméra de voir que j'avais attrapé cette IT près du corps de Lambert. Pensant m'éviter des ennuis, je décidai donc de ne pas en parler. Ou avais-je compris que je risquais d'être confinée pour toujours si je le révélais ? Rétrospectivement, c'était incroyablement stupide, même si je suis incapable aujourd'hui de savoir si ça aurait changé quelque chose. Les enquêteurs n'avaient découvert aucune trace de cette autre IT, ni sur moi, ni devant la porte du 3e sas contre lequel j'avais fracassé mon casque. Je finis par me dire qu'il s'agissait vraisemblablement d'une hallucination passagère, tout comme les araignées, dont je ne voyais d'ailleurs pas rétrospectivement comment j'aurais pu les compter avec autant de précision. L'épuisement extrême dans lequel m'avaient laissé plusieurs nuits d'insomnie expliquait sans doute ce qui n'était probablement qu'un bref accès de délire causé par la fatigue. 24 heures de cure de sommeil et j'étais de nouveau sur pied, et bien sûr immédiatement emmenée dans un lieu secret, vraisemblablement aux États-Unis, pour être enrôlée, sans qu'on me demande mon avis, dans une task force chargée d'étudier l'IT de Lambert. En temps normal, je n'aurais pu rêver plus exaltant. Cependant, là, au milieu des blouses et des uniformes anxieux, tout plaisir avait disparu. De surcroît, les informations sur ce qui se passait à l'extérieur étaient effrayantes. Sans que l'on sache comment, la maladie de la léthargie se propageait à une vitesse incroyable, se répandant en taches d'huile de plusieurs dizaines de kilomètres par jour à partir du site d'étude des IT. Les symptômes se manifestaient selon 2 modalités que j'avais pu observer dans le labo de Lambert. Les 3/4 des personnes sombraient dans une léthargie cataleptique, tandis que les autres se suicidaient. La plupart du temps en se tranchant la gorge, mais parfois en se défenestrant ou en s'immolant par le feu. Cette maladie atroce gagnait un cercle concentrique. Un nouveau foyer d'infection dans le désert de la Sierra Nevada me laissa deviner où j'avais été emmenée. D'après nos appareils, il ne s'agissait apparemment pas d'agents pathogènes classiques, ni de bactéries infectieuses, ni de souches virales, ni de poisons chimiques, ni de radiation ionisante. Alors quoi ? La proximité ne paraissait pas synonyme de danger, pas plus que la distance n'assurait l'innocuité. Certains chercheurs s'effondraient tandis que d'autres ne semblaient pas affectés, enfin pas immédiatement. La maladie finissait tôt ou tard par toucher même ceux qui s'étaient espérés immunisés. Fébrilement, nous fîmes passer à notre IT tous les examens imaginaires, résonance magnétique, études de masse mono-isotropique, scanner, variation thermique, variation extrême, ionisation par plasma inductif, tout ce que la science des 20e et 21e siècles avait élaboré. Les autres équipes faisaient de même dans leurs labos respectifs. Le bilan était confondant. Jamais nous n'aurions imaginé qu'une matière puisse être si neutre, si inerte. Sans doute était-ce en partie parce que son centre, le noyau ou la pupille de ses iris, paraissait tout absorbé. Là résidait certainement une part du mystère de cette chose. En zoomant au maximum au cœur des IT, on percevait une masse obscure. Sur la base d'observations au microscope à contraste interférentiel, les collègues spécialistes de physique des particules avaient émis l'hypothèse que les IT ne faisaient pas partie de notre monde. Ils auraient été radicalement extérieurs à notre univers. En apparence autour d'une zone hyperneutre, le noyau s'apparentait à 4 minuscules formes noires tournant extrêmement rapidement sur elles-mêmes, à une vitesse avoisinant celle de la lumière. Ces 4 masses n'auraient à leur tour pas été compactes, mais divisées. Aller plus loin dépassait toutefois largement les performances d'observation de nos appareils. Nous en étions réduits à des conjectures. La plus populaire considérait qu'il puisse s'agir d'énergie noire emprisonnée dans une gangue de matière de notre monde. Cependant, cette fois, l'hypothèse émise, nous n'étions pas plus avancés, à supposer même que nous ne soyons pas totalement dans l'erreur. Alors, une portion toujours croissante de l'humanité sombrait dans la léthargie. Je sentais une lourde fatigue se diffuser dans mes veines. Les nuits devenaient pires que les jours. D'étranges rêves envahissaient mon sommeil. J'y revoyais le lander de la sonde Linnaeus écraser des IT pour effectuer ses prélèvements. Les IT ne souffraient pas. Ils n'étaient pas vivants.
Enfin, pas vraiment. C'était plus complexe. Les ités n'étaient pas non-vivants non plus. Comment aurait-il fallu les qualifier? Prévivants? Alter-existants? Des entités ayant existé avant le Big Bang, avant les mondes antécédents du Big Bang? Un nombre revenait régulièrement dans mes cauchemars, 4. Et même, plus exactement, 4 puissance 4, soit 256. Je me réveillais en sueur, hébété. À quoi bon y réfléchir? Il s'agissait vraisemblablement des délires d'un chercheur épuisé et impuissant devant une catastrophe que le monde scientifique avait provoquée par inconséquence. Dans un ultime geste désespéré, les derniers dirigeants de la planète décidèrent de réexpédier les Ites vers Titan. Vu les 1,2 milliard de kilomètres à franchir, la probabilité qu'ils atteignent leur site originel était sans doute dérisoire. Reste cependant l'espoir que cela permette d'éloigner le fléau. Jamais mission spatiale ne fut programmée dans une telle urgence et sous une telle pression. 9 jours, pendant lesquels des centaines de millions d'humains avaient sombré à leur tour dans un mutisme de raideur glacée. Impossible de savoir combien il restait de vivants. Qui, en pareille circonstance, se serait donné la peine de les compter? Les corps ne pourrissaient pourtant pas, ne dépérissaient même pas non plus. Ils existaient, comme figés dans le temps, ou, plus exactement, hors du temps. Les ités furent acheminés vers le cap Canaveral avec les trésors de précaution. Il aurait suffi d'un accident, d'un ité perdu dans la chute d'un avion ou le déraillement d'un train pour que l'opération échoue. Et comment garantir quoi que ce soit quand n'importe qui était susceptible de tomber en catalepsie à tout moment? Enfin, les ités furent chargés dans une capsule, les vestiges d'humanité retinrent leur souffle. Après le premier pas d'Armstrong sur la Lune, il s'agissait de l'instant le plus critique de la conquête spatiale, et en même temps de l'histoire de notre espèce. La fusée décolla avec lenteur, puis elle accéléra jusqu'à disparaître des champs de vision pour s'éloigner de la Terre. Je fus probablement le seul à l'observer dans le centre de la Sierra Nevada. Autour de moi ne subsistait plus que des corps raides. Lorsque j'en trouvais la force, je m'efforçais de les déplacer vers d'anciens réfectoires afin de ne pas devenir fou, à me voir entouré de centaines de quasi-cadavres. Heureusement, de rares chaînes de télévision continuaient d'émettre, me raccordant au monde des vivants. Au cours des heures qui suivirent, un sentiment de soulagement gagna les médias. La maladie parut ralentir, puis s'arrêter. Elle sembla s'arrêter. Il n'y avait plus de nouveaux cas de paralysie autour de 4 des 5 foyers. Cependant, un d'entre eux restait actif. Celui de la Sierra Nevada, où avait été transférée l'ancienneté de Lambert, là où je me trouvais. Pourtant, cette ité avait été réexpédiée avec les autres, je l'avais vue. Je ne dormais pratiquement plus. Peut-être par peur des cauchemars, ou alors parce que j'entrevoyais qu'il ne s'agissait pas de rêve, mais d'une communication qui m'effrayait. Même si les 5 IT avaient bien été renvoyés, je sentais qu'il devait en rester un IT supplémentaire qui avait dû forcer son passage jusqu'à moi dans le laboratoire de Lambert. Il avait vraisemblablement profité de la fissure de mon scaphandre pour entrer dans mon corps. Cet IT avait-il conscience de moi? Peut-être étais-je seulement inséré dans sa sphère d'existence? En dépit de mon épuisement, j'essayais de formaliser mes impressions, de me concentrer afin d'humaniser mes impressions, images, états qui s'immisçaient dans mon esprit et dépassaient mon entendement. L'IT n'était certainement pas ce que l'on pouvait appeler vivant. Pourtant, il s'en dégageait quelque chose d'approchant. Les IT s'apparentaient à un équilibre, une logique, une équation, ou alors une combinaison de tout cela. Les IT étaient probablement la forme la plus ancienne d'existant de l'univers. Un religieux les aurait sans doute comparés à une pensée de Dieu. Des mythiques méditatifs y auraient vu un fragment de volonté d'être dans un océan de néant, la pulsion du désir d'exister dans le non-être. Les IT semblaient aussi un nombre,
4 puissance 4, soit 256. Beaucoup de chercheurs s'étaient demandé au cours des siècles si les mathématiques précédaient l'homme ou si elles étaient sa construction mentale. Je pressentais désormais la réponse. À partir de ce qui vibrait en moi, je pouvais postuler que 256 était exactement le nombre dit sur Titan. Le fait d'en avoir découvert environ 250 n'était pas un hasard. La sonde ne pouvait en trouver ailleurs. Mes rêves ne semblaient pas pouvoir, vouloir ou chercher à expliquer pourquoi les hits existaient ainsi et comment ils étaient arrivés sur Titan. Ce dont j'étais sûre maintenant, c'était que le lander de la sonde Linnaeus en avait abîmé 5 en effectuant ses prélèvements. Les hits avaient-ils déjà cherché à me communiquer cela lorsque j'avais eu cette hallucination d'araignée dans le labo de Lambert? Ou était-ce un stratagème pour essayer de sortir du P4 en m'effrayant pour me pousser à effectuer des gestes désespérés? Ces idées me parvenaient-elles dans un procédé de télépathie ou était-ce le délire de l'avant-léthargie? Pourtant tout cela paraissait concorder, la déstabilisation de l'ordre du nombre par la réduction de l'existant originel de 256 à 251. Cela aurait provoqué un déséquilibre, c'est pour cela que Lit avait essayé de se reproduire. Pourquoi y était-il parvenu avec Lambert et pas avec les autres? Impossible de le déterminer. Cela semblait dépasser Lit, me dépasser aussi, car j'étais inexplicablement intriquée à cette chose. Était-ce en continuant à vouloir se reproduire, utilisant ce qu'ils avaient autour d'eux pour s'efforcer de revenir à l'équilibre du chiffre 256, que les hits avaient mis l'humanité en péril? Grâce à la télévision, je savais que les yeux des survivants se tournaient vers la Sierra Nevada avec incompréhension et frayeur. Ils se demandaient pourquoi ce dernier foyer d'infection n'avait pas disparu. Si j'avais révélé dès le début ce qui m'était arrivé à propos du 6e hit, peut-être l'aurait-on repéré en moi. Sauf s'il était tellement dilué dans mon corps que plus aucune trace visible n'en restait. Et comment trouver un fragment du chiffre 256, existant numérique, lambeau d'énergie noire exilé sur Terre, souffrant du manque d'unité, peut-être aussi de l'éloignement de sa communauté mathématique? Lambert avait-il ressenti cela avant de se suicider? Ou bien était-ce seulement une peur panique qui l'avait poussé à ce sacrifice ultime? Suis-je moi-même devenu complètement fou, au point d'avoir inventé tout cela? Que dois-je faire? Me tuer mettra-t-il un terme au processus? L'IT a-t-il besoin d'un autre pour se reproduire comme un parasite? Ou bien son influence délétère continuera-t-elle d'elle-même, même si je me donne la mort? Et qu'arrivera-t-il si le nombre ne retrouve pas son équilibre? L'univers risque-t-il de se désagréger, de disparaître? Parce que le principe de l'existant aura été déstabilisé? Il y a un scalpel sur la table à côté de moi. Malgré le doute, j'ai la conviction profonde que je n'ai guère le choix. Et j'aime à croire que ce ne sont pas les mêmes sentiments qui ont poussé ce minable de Lambert à effectuer ce geste. Par-delà de sa mesquinerie, cette pensée est certainement ce qui fait encore de moi un humain, et non une chose envahie par les hits.